Bonsoir à tous, bienvenue si vous nous rejoignez dans cette nouvelle édition. Voici les titres de ce 20h. Les députés de la 8e législature à l'École des technologies de l'information et de la communication, ces parlementaires se forment à l'usage des nouveaux outils de communication, à suivre le compte-rendu de Guillaume Avienne. Ils n'ont eu d'autre choix que de mettre la clé sous le paillasson. Faute de moyens financiers, ces médias se retrouvent en difficulté au Bénin. En cause, le modèle de financement. Estelle Pazou s'y est intéressée. Vous suivrez son reportage. Et puis, renforcement de la production de l'ANACAD au Bénin par la formation des producteurs. La première promotion de producteurs qualifiés est arrivée au terme de sa formation. Une initiative du projet Bénin Kajou. Aziz Alagbe nous en dit plus. Bienvenue si vous nous rejoignez. On prend la direction du cabinet du président de la Cour constitutionnelle. Le président de la Cour constitutionnelle, tôt ce matin, a reçu Sa Majesté Biodoko Dodonou II, qui a été reçu en audience. Joseph Djogbenou, le 7e roi de Wassa Tobré, qui a autorité donc sur la commune de Wassa Peonko, est allé présenter ses civilités au président de la Cour constitutionnelle au nom de la tradition, a-t-il déclaré à sa sortie d'audience au micro de Nikano Kovi et de Varis Zoman. Mon déplacement ici, c'est simplement pour les remercier parce que c'est un don de Dieu que Dieu leur a offert. Donc, au nom de la tradition, c'est notre devoir de veiller, de prier pour que la paix règne dans tout le milieu des coins du Bénin. Je lui ai dit du courage, parce que c'est une lourde responsabilité et que Dieu l'aide dans toutes ses œuvres. Voilà simplement ce que j'ai prié. Oh, dis donc, lui aussi, il a félicité et honoré la tradition. Il dit que la tradition, ça s'accompagne sur tous les domaines pour que la paix règne. Moi-même, je suis très, très reconnaissant d'avoir qu'il a accepté de me dire ça. Donc, c'est une grande joie pour nous. Donc, ce n'est pas pour moi seul qu'il a félicité. Donc, c'est tous les rois du Bénin qu'il a félicité. Voilà, vraiment, je suis très, très content. On ne quitte pas la Cour constitutionnelle. Presque 6 mois après leur tenue, les législatives d'avril 2019 continuent d'alimenter le débat, un débat constructif, cette fois-ci, qui a pris la forme d'un séminaire organisé à Dassa du 25 au 27 septembre dernier. Il était question du rôle joué par la Cour constitutionnelle pendant cette période électorale, notamment en termes de gestion du contentieux. Nikano Kovi pour le point. Inédit, le mot juste pour résumer le contexte dépeint par Joseph Djogbenou, celui des législatives d'avril 2019. Un contexte de composition nouvelle de la Cour constitutionnelle, de réformes et d'aléas politico-administratifs divers qui ont éprouvé les différents acteurs du processus électoral, avertis au moment de formuler les recommandations à la fin de ce séminaire. Je voudrais que, perspective des prochaines élections, que la Cour puisse faire l'effort de quelques plaquettes de synthèse au niveau de ces règles de procédure, ce qui concerne surtout les délais de recours, la qualité des personnes, pour que on puisse s'en inspirer. Ça va aider les discussions. Gestion du contentieux des candidatures. Gestion du contentieux de la période électorale, bilan, leçons apprises et recommandations. Autant de communications données au cours de cette rencontre, avec pour mérite d'avoir édifié les parties prenantes des législatives d'avril 2019 à des degrés divers. Je voudrais prendre acte des recommandations qui ont été faites. Au niveau de la Sénat, nous allons voir dans quelle mesure organiser la transmission des cantines à la Cour constitutionnelle par bordereau, mais d'ores et déjà, je voudrais vous dire que ça risque de ralentir considérablement cette transmission-là. Et pour ne pas paraphraser le président Tiondo, en matière d'élection, notre plus gros ennemi, c'est encore le temps. Le temps, cet ennemi de la Cour constitutionnelle, bien inspiré par les recommandations des participants à ce séminaire. Une Cour reconnaissant aussi des efforts de chacun
au cours de cette période charnière. C'est donc étant satisfait des contributions des uns et des autres et les en félicitant, mesdames et messieurs, que je voudrais solennellement traduire les remerciements de la Cour constitutionnelle à tout le personnel qui a dû subir des épreuves dont on n'imagine pas la profondeur. Je voudrais remercier tout aussi particulièrement mes chers collègues membres de la Cour constitutionnelle, de leur disponibilité, de leur dévouement, de leur contribution de grande qualité, de la mise à disposition de la Cour et de la République, de leur expérience. Je voudrais remercier les membres des autres institutions, de leur collaboration. Au thème des dispositions de l'article 114 de la Constitution, la Cour constitutionnelle est l'organe régulateur du fonctionnement des institutions et de l'activité des pouvoirs publics. Des dispositions auxquelles vient en écho la tenue de ce séminaire, devenu laboratoire d'idées pour une meilleure gestion des échéances électorales prochaines. Autre actualité ce soir, des députés de la 8e législature ont été outillés à l'utilisation des TIC comme outil de représentation et d'interaction avec les citoyens, une initiative de l'Institut néerlandais pour la démocratie multipartite et l'Assemblée nationale. Guillaume Avianou et Brice Ongo. Pour le commun des mortels, les députés ne font rien, gagnent gratuitement. Une impression, entre autres, que les citoyens ordinaires gardent du député que le NIMD, l'Institut néerlandais pour la démocratie multipartite et le Parlement béninois s'efforcent de changer. Et cela à travers le projet d'appui à l'Assemblée nationale du Bénin pour la promotion de la gouvernance participative et les droits de l'homme. Une initiative qualifiée d'ambitieuse, financée par l'Instrument européen pour la démocratie et les droits de l'homme. Une initiative à la faveur de laquelle le député peut mieux identifier son rôle et sa mission pour davantage interagir avec ses mandants. On se rencontre, on ne se connaît pas. On a besoin des choses qu'on peut avoir avec vous, auprès de vous, on ne vous connaît pas. C'est aussi la communication. On a juste envie d'avoir l'essentiel, pas le futile. Et je pense que organiser une petite séance d'1 heure de temps pour informer les députés entrants, ce serait une très très bonne chose. Nous sommes dans un lieu où on légifère. Et donc ce lieu-là doit être marqué par une forte humanité. Le député débutant a des besoins. Un besoin qui justifie alors l'organisation du présent séminaire au profit des députés qui, à plus de 50%, découvrent pour la première fois le Parlement, un séminaire sur le thème « Technologie de l'information et de la communication comme outil de représentation et d'interaction avec les citoyens ». Hormis le renforcement de capacités, les parlementaires auraient souhaité qu'en amont, il y ait une amélioration de la qualité de l'accès à l'Internet et qu'on leur propose aussi des moyens de se prémunir des cybercriminels. Je ne peux pas me connecter à temps et rapide et vous voulez m'apprendre comment je vais interagir avec mes citoyens. C'est des hackers ou des cybercriminels qui vous envoient un mail et vous disent votre mail va être désactivé dans 5 jours si vous ne répondez pas aux questions qu'on va vous poser. Et là, ils vont vous dire de mettre l'adresse de votre email et de mettre le mot de passe et de répéter encore le mot de passe. Vous venez de leur confier votre compte. Au NIMD, on pense que dans un contexte d'évolution constante des technologies de l'information et de la communication, la nécessité d'être curieux s'impose. Pour un député, quand il entre pour la première fois dans un parlement, comment marche, comment fonctionnement ce grand bateau? Quel ascenseur prendre? Quelle réunion? Où est-ce qu'il faut et comment il faut prendre la parole? Ce séminaire, ajouté à celui organisé une semaine plus tôt sur les enjeux et défis de la 8e législature, les deux activités se complètent en fait pour améliorer l'efficacité de la 8e législature. La croissance rapide des technologies de l'information et de la communication a changé nos sociétés. Plutôt que d'être de simples témoins de ces mutations profondes, nous avons tout intérêt à utiliser ces opportunités de manière stratégique
afin de renforcer les processus législatifs et institutionnels et les rendre plus accessibles et transparents. Dans quelques jours, les députés vont descendre sur le terrain pour des audiences publiques. Une occasion de test pour le grand nombre peut-être. Venons-en au dossier de ce journal. La survie des médias privés au Bénin n'est pas un acquis. Radio, télé et journaux privés ont tout fait de mettre la clé sur la porte, faute de moyens financiers, une situation qui pose le problème du modèle de financement et de la viabilité économique de ces médias au Bénin. C'est le sujet de ce reportage signé Jules Akoekou et Estelle Pazot. Studio, régie, bureau fermé, bienvenue dans la réalité des médias privés au Bénin. Le diagnostic affiche financement et viabilité de l'entreprise de presse. Normalement, dans une démocratie, les médias privés doivent être financés par le marché, c'est-à-dire par les consommateurs de services de presse et par les annonceurs. Il se trouve qu'au Bénin, pendant longtemps, ou même depuis l'ouverture de l'espace médiatique au privé, ça n'a jamais été organisé. Comme j'ai l'habitude de dire, nous sommes passés d'un modèle restrictif à un modèle ultra-libéral sans transition. Résultat, on assiste à un nombre impressionnant d'organes de presse. Au mois de janvier 2018, le Bénin comptait 98 journaux quotidiens, hebdomadaires, bimensuels ou encore mensuels, 18 radios commerciales, 39 radios communautaires, 8 télévisions privées commerciales. Les médias en ligne se sont ajoutés à la liste. Certains ont disparu et réapparu au gré de leur portefeuille financier. On a permis aux médias de se déployer par dizaines, par centaines, sans jamais faire attention à leur viabilité économique. La principale source de financement d'un média privé au Bénin, c'est l'activité politique. C'est l'activité politique et tout ce qui tourne autour de l'activité politique. C'est les activités directes des formations politiques, que ce soit les partis ou les mouvements politiques. Ce sont ces activités qui constituent l'essentiel du financement des médias privés dans notre pays. Dans certains médias, cela peut représenter jusqu'à 75% de leur chiffre d'affaires. Et donc la part de la publicité, quand je dis publicité, c'est les achats d'espaces directs, mais également les sponsoring de la part des annonceurs, ne représentent que 30 à 35% du chiffre d'affaires des médias. Et on ne fait rien avec ça. Se pose alors le problème du modèle de financement des médias privés au Bénin, surtout à l'heure de la réforme du système partisan et donc d'une probable réduction de l'activité politique. Mais pour certains, outre le financement, beaucoup d'autres paramètres entrent en ligne de compte dans la survie de l'organe de presse. Quel est l'environnement économique dans lequel vous fonctionnez? Sur la base de quelle étude de marché vous résistez? Quelle est l'organisation interne qui vous permet de résister au flux et le flux du marché et de vous adapter à l'environnement, notamment dans le cas du produit particulier qui est le produit du média, qui n'est pas une denrée comme les autres. Voilà un peu de la manière avec laquelle se pose la façon dont il faut appréhender le problème. Il n'en demeure pas moins que le modèle économique reste mis en cause. Il faut alors pouvoir explorer d'autres pistes de solutions, à commencer par la réglementation du marché publicitaire. Nous sommes dans un État, et qui dit État dit réglementation, dit organisation des secteurs. Ce ne sont pas les acteurs du secteur eux-mêmes qui doivent organiser, parce que ce n'est pas des lois et pas des règlements qu'on règle ce problème-là. L'UPMB peut plaider, par exemple, pour que le FADEM puisse rentrer dans sa phase opérationnelle. Et si le FADEM entre dans sa phase opérationnelle, c'est que les appuis qu'on va octroyer aux entreprises de presse soient des appuis conséquents. C'est le moment également de réfléchir à la création des grands groupes de presse pour que les acteurs puissent se réunir et former des groupes, parce qu'avec des groupes, ils seront probablement plus forts, c'est sûr. Comme on dit, ensemble, on est plus fort, et que chacun se réclame
être une structure indépendante et pouvoir fonctionner. En attendant la mise en œuvre de tout ceci, les médias privés, en tout cas pour ceux qui existent encore, procèdent à la compression du personnel au risque de disparaître de l'espace médiatique béninois. Et on quitte les studios de radio et télévision pour nos routes. L'axe routier Calavik-Pota-Wedo, Hevier-Kokodji, d'une longueur de plus de 20 km, préoccupe le gouvernement. Le ministre Hervé Romain est allé remettre les pendules à l'heure pour son plein accomplissement. Il y a effectué une descente ce lundi 30 septembre accompagné des membres de son cabinet, Jérôme Ongbo et Bénédicte Posso. Longue de 21 km, la route Calavik-Pota-Wedo-Hevier-Kokodji a démarré en août 2016. En synergie avec les études du contournement nord de Cotonou, elle a connu un redimensionnement. D'une route de 1 fois 2 voies, nous sommes passés à une route de 2 fois 2 voies. Et donc il a fallu agrandir l'emprise de la route et donc procéder à des déguerpissements. Le ministre a salué la patience des populations et leur adaptation aux conditions nouvelles créées par les chantiers. Je suis venu leur dire que le président Patrice Talon se préoccupe de la situation de ce chantier et il accorde une attention toute particulière aux travaux qu'ils exécutent ici, du fait de la cession urbaine de la route qui est importante. Vous avez vu, nous avons traversé que des agglomérations et lorsque nous exécutons des travaux dans ce contexte, il faut garantir l'accès des riverains à leur maison, les questions de desserte, mais il faut surtout garantir les questions de sécurité. Donc nous sommes dans ce contexte ici. Et je voudrais vous dire, vous avez vu, j'ai visité le chantier avec toute mon équipe et dès à présent, les choses vont changer d'allure. Et pour un nouveau rythme à imprimer à ce chantier, une séance de travail est prévue entre l'entreprise Ebomaf, la mission de contrôle, les techniciens de la mairie d'Abomey-Calavi. Il s'agira d'étudier la revue du planning des travaux et la méthodologie de mise en œuvre. Hervé Romain annonce une bonne nouvelle du gouvernement. La bonne nouvelle, c'est que le gouvernement va bientôt lancer les travaux de construction de la route Wedo-Tori-Bosito. Et donc la phase de contractualisation est en cours, très avancée, avec l'entreprise des travaux et la mission de contrôle. Cette fois-ci, nous signons les 2 contrats ensemble et vous allez voir que dans les prochains jours, nous allons revenir ici, lancer ces travaux-là. Je voudrais ici, une fois encore, remercier la population de Abomey-Calavi qui nous ont accompagnés tout ce temps et leur dire que nous ferons tout pour un achèvement au plus tôt de ces travaux. Le chef de l'État suit personnellement ce chantier. Nous lui rendons compte de l'évolution des travaux. Et je pense que les dispositions seront prises. Et lorsque je parle des dispositions prises, c'est en termes techniques, et en termes financiers, et toutes les dispositions seront prises pour que ce chantier finisse rapidement, pour que les populations soient soulagées. C'est donc une véritable lueur d'espoir pour les populations lorsqu'on sait surtout qu'ici, les actes concrets traduisent les engagements. L'Agence nationale des transports terrestres ANAT vulgarise les tests réglementant le transport routier au Bénin et dans l'espace UEMOA. Elle a rencontré en début de semaine les transporteurs exerçant à Parakou. L'objectif est de leur faire connaître ces tests. C'était à l'autogare centrale de la ville. Reportage Viti Saoré et Alexis Assogua. Le guide du conducteur routier, c'est l'intitulé du document comportant les textes réglementant le transport des personnes et des biens en République du Bénin et dans l'espace UEMOA. L'Agence nationale des transports terrestres fait une tournée de vulgarisation de ce document depuis le 16 septembre dernier. Sans le transport, surtout routier, l'on ne peut pas joindre les lieux de production aux lieux de distribution, ni les lieux de distribution aux lieux de consommation. Je voudrais nous dire tout simplement que le transport en général et le transport en routier constituent véritablement un vecteur de développement. Vecteur de développement et le chef de l'État, son Excellence Patrice Athanase Guillaume Talon, en fait sa priorité dans son programme d'action.
La vulgarisation de ces textes intervient dans un contexte où le Bénin est premier dans l'espace UEMOA en matière de libre circulation des personnes et des biens. Le Bénin ne peut maintenir durablement cette position si les vrais acteurs, que sont les conducteurs et les transporteurs, ne maîtrisent pas les textes qui régissent le domaine. À cet effet, je me permets de rappeler ce passage biblique dans lequel il est écrit, je cite, « Mon peuple périt, faute de connaissance. Ainsi, il n'est un secret pour personne que de nombreux acteurs, ignorant la réglementation en vigueur en matière de transport routier, sont victimes de tracasseries qui portent atteinte à leurs activités, voire à l'ensemble du processus. » Le guide du conducteur routier s'adresse à tous les utilisateurs de véhicules. Entre-temps, il y avait des pratiques de nos dignitaires où on oublie la plaque réglementaire et on écrit les noms, les titres honorifiques sur les véhicules. Ceci est interdit. Il y a des tests qui résistent. Donc si un dignitaire aujourd'hui désire s'annoncer sur son véhicule, il faudra qu'il se rapproche de la NAT, qu'il fasse les formalités et qu'il demande autorisation. Mais cette autorisation ne les exonère pas de la présence de la plaque réglementaire sur son véhicule. Il sera autorisé à placer sa plaque honorifique à côté. Après les départements du Sud Bénin, c'est le tour du Septentrion d'accueillir cette mission de l'ANAT qui se rendra après Parakou, à Kandi, Djougou et Natitengo. Le séminaire de renforcement des capacités des chefs de chancellerie, des missions diplomatiques et consulaires du Bénin a démarré ses travaux à Cotonou. Ces chefs de chancellerie sont venus donc dans la capitale économique du Bénin. Ils ont quitté leurs postes respectifs pour 4 semaines. Génial Afouda, Monsi Aboka et Igor Ayosso nous en disent plus. Renforcer les capacités des chefs des missions diplomatiques et consulaires dans leur nouvelle fonction de comptable public, tel est le motif de ces assises. La formation vise à outiller les participants afin qu'ils gèrent convenablement les ressources financières. Dans la nouvelle gouvernance qui est en cours au niveau du Bénin, il est essentiel que tout cadre de République soit préalablement formé. Sinon, vous risquez d'être victime par l'ignorance, si vous ne lisez pas les tests. Donc, le message que nous avons reçu, le contenu nous oblige alors à proposer au moins 4 à 5 thématiques pour que vous soyez bien aguerris à jouer convenablement le rôle qui est le vôtre dans vos structures respectives. 30 chefs de chancellerie prennent part à cette rencontre. Ils sont répartis en 2 groupes, dont le premier, composé de 19 participants, sera formé du 30 septembre au 11 octobre. Quant au second groupe, il bénéficiera de la dite formation du 14 au 24 octobre. Il faut dire que la formation constitue également la suite logique de l'œuvre gigantesque de modernisation du Bénin et de digitalisation de l'administration béninoise. C'est très important. Cette action qui est entreprise par le gouvernement depuis quelques années. Je voudrais vous demander d'être ponctuel, et assidu, parce que c'est une formation importante qui vous engage, parce que vous aurez à poser des actes qui n'étaient pas habituellement de vos ressorts. C'est une responsabilité personnelle, parce que vous aurez à manipuler les deniers publics désormais. La formation des chefs de chancellerie fait suite à une décision du Conseil des ministres du 5 juin dernier. La fin du séminaire sera marquée par une évaluation des participants. Et puis dans la perspective d'améliorer la qualité des services offerts aux usagers de l'administration préfectorale et celle des communes, la préfecture du plateau et la CCP de la communauté des communes du plateau ont fait appel à l'INFAC. Il s'agit de l'Institut international de formation à la certification en qualité, environnement et sécurité. Guillaume Avienne. La communauté des communes du plateau, la CCP, reçoit en ce début de semaine à Pobet un hôte de marque. Le vice-président de l'IFAC, l'Institut international de formation et d'accompagnement à la certification en qualité, Michel Padonou.
L'hôte des mairies du département du Plateau vient échanger avec ses édiles sur la problématique de la qualité dans les services publics offerts aux usagers des administrations communales. Des administrations qualifiées de socle de la mise en œuvre de la démocratie à la base du développement local, deux objectifs consacrés par les tests de la décentralisation. Ces deux objectifs, sincèrement, peinent à être atteints, car beaucoup de dysfonctionnements constatés dans le fonctionnement des communes du Bénin freinent sérieusement l'atteinte des dits objectifs. Au nombre de ces dysfonctionnements figure en bonne place la mauvaise gouvernance des services publics communaux. C'est donc pour tenter de corriger le tir que sous le management du préfet du Plateau, la communauté des communes de la région a recouru au service de l'IFAC. Lorsque un usager ou un client franchit le seuil d'une administration, aujourd'hui, il est dans l'incertitude absolue du moment où il va terminer. En quoi consisterait la qualité? C'est que quand il rentre, il a à sa disposition tous les documents informatifs sur tous les services prestés. L'IFAC et la communauté des communes du Plateau ont alors, à l'issue des échanges, conclu un partenariat qui va mettre en chaîne vertueuse l'ensemble des services offerts par les administrations communales pour que l'exigence du client travaillé produise une double satisfaction client-administration et permet de parler à un moment donné de performance, estiment les deux parties. L'Agence nationale du domaine et du foncier ANDF veut améliorer la gestion foncière au Bénin. Elle tient à cet effet une série d'échanges et d'informations avec les acteurs locaux réunis au sein des commissions de gestion foncière dans le département de l'Atakora et de la Donga. Monel Benamito. Cette tournée d'information et d'échange se propose d'éclairer les membres des commissions de gestion foncière sur le contenu du code foncier et domanial, les transactions liées à l'achat et à la vente des parcelles ainsi que la question des litiges seront passées au peigne fin. L'enjeu est de parvenir à une synergie d'action. Vous, en tant que membre des COGEF, vous avez besoin également de comprendre les orientations, mais également de bien cerner le positionnement qui est le vôtre pour permettre donc d'atteindre les objectifs de la réforme. Ce n'est qu'ensemble que nous allons pouvoir y arriver. Parce que les parties prenantes sont nombreuses. Mais c'est ensemble que nous allons pouvoir y arriver. C'est la main dans la main que nous allons pouvoir atteindre les objectifs. Parce que les populations sont là et nous attendent, et attendent les résultats, et attendent que quelque chose change. L'initiative est ici appréciée à sa juste valeur. Le nouveau code domanial et foncier a confié un rôle très important à ces structures au niveau de la base dans le cadre de la gestion foncière. Il est donc important que nous puissions maîtriser notre rôle. Des discussions fructueuses sur la gestion foncière. Les acteurs locaux y adhèrent également. Nous avons suivi cette formation avec intérêt parce que ça va dans le cadre vraiment de la sécurisation foncière. Et tout ceci nous permettra d'éviter, de réduire des litiges, des problèmes dont nous sommes confrontés à tout moment. On se retrouve dans les tribunaux. Vous donnez une terre à quelqu'un et après 1 an, 2 ans, un cousin ou un neveu apparaît et qui commence par dire que cette terre c'était pour mon grand-père, c'est pour moi, et vous commencez par courir devant les tribunaux, ce qui ne nous fait pas avancer. Ce programme d'échange et d'information est financé par FIAGRI. Il est prévu pour se tenir dans toutes les communes où sont implantées des commissions de gestion foncière. Dynamisation de la filière anacarde au Bénin, la première promotion de producteurs qualifiés de ce secteur est arrivée au terme de sa formation. Le programme est dénommé ProLeader, une initiative de projet Bénin Cajou et ses partenaires Aziz Alagui. Ils sont au total 34 producteurs d'anacarde, dont 6 femmes désormais certifiées producteurs leaders.
C'est à l'issue de la première édition du programme de formation des formateurs dénommé Pro Leader. Catholic Relief Services, CRS, à travers le projet Bénin Kajou et ses partenaires, vise loin. L'objectif global de l'initiative Pro Leader est de constituer un pool de producteurs experts locaux au sein des coopératives ou groupes de producteurs en attente d'affiliation à la FENAPAB pour le transfert de connaissances de façon durable au profit des producteurs. Provenant de 14 communes des départements du Borgou, de la Donga et des Collines, les producteurs sélectionnés par appel à candidature ont activement pris part à 4 mois de formation théorique et pratique, en plus d'autres thématiques complémentaires. Les producteurs leaders sont disponibles et engagés pour jouer pleinement leur partition dans la formation continue et l'appui conseil rapproché de leurs pairs. Les initiateurs s'en réjouissent et invitent à un engagement permanent. Je vous exhorte à ne pas vous arrêter en si bon chemin. Ne laissez pas tomber le bon travail que vous avez commencé dans vos communautés et dans vos coopératives. Au contraire, vous devrez saisir cette opportunité pour continuer le travail. Notre travail ensemble va aussi contribuer à bâtir une industrie de cajou béninoise très compétitive. Et c'est cela que le département de l'agriculture des États-Unis, USDA, qui a financé le projet Bénin Cajou, et aussi l'État du Bénin, attendent de nous. Convaincus du potentiel socio-économique et environnemental de la filière ANACAD, les partenaires techniques et financiers garantissent leur accompagnement. En effet, la FENAPAB continuera à jouer sa partition pour l'accroissement des effectifs des producteurs leaders et ne laissera pas d'être à leur écoute à tout moment. Au terme de la mise en œuvre des 4 éditions du programme Pro Leader, plus de 7000 producteurs seront impactés. Elles se tiennent de façon annuelle et ce sont donc des fêtes identitaires. La plupart des communautés restent aujourd'hui fidèles à cette tradition, des occasions de valorisation et de la culture et de contribution au développement, nous dit Ariane da Silva à travers ce élément. Regardez. Nonvicha, Toliku Kanhui, Wemehui ou encore Lagani. Voilà autant de fêtes identitaires qui réunissent tous les ans les fils et filles de plusieurs localités du Bénin autour d'un même idéal, la promotion de la culture mais aussi le renforcement des liens de fraternité. Il y a ce lien de fraternité que ça cultive entre les frères et sœurs du même pays. Vous avez l'apport culturel, la richesse culturelle. C'est la fierté d'appartenir à une entité culturelle, à une entité linguistique. Il y a un avantage qui est la culture de l'esprit de solidarité. Ce qui est important, à mon avis, qu'il faut mettre en valeur ici, c'est que ces communautés, une fois l'an, pour la plupart, se retrouvent pour parler de leur identité culturelle. Et comme vous le savez bien, la culture, c'est la langue, la religion et les arts. Et pour amorcer un véritable développement, une nation a aussi besoin de mettre en valeur sa culture, d'où l'importance de ces retrouvailles. Regardez les peuples dits développés aujourd'hui. Aucun d'entre eux n'a mis sa culture de côté. Le chinois parle mandarin chinois, le français parle français et l'anglais parle l'anglais. Et c'est ça qui fait leur force, parce qu'ils se déterminent comme des pôles que nous suivons. Alors, lorsque nous-mêmes nous serons pôles, peut-être d'autres nous suivront. Le paradigme du développement endogène permet d'aller à la culture, d'aller au développement par la culture. Et il n'y a pas meilleure voie. Au-delà de la valorisation du patrimoine culturel, les fêtes identitaires offriraient aussi d'autres opportunités de développement. L'État ne peut jamais tout faire. L'État construit des écoles, l'État construit des laboratoires, mais vous allez dans des villages profonds, vous allez voir qu'il y a beaucoup qui souffrent et il manque des infrastructures. Et
ces fêtes que nous avons mises en place, c'est pour compenser, pour accompagner l'État dans ses besoins. Donc, les écoles que nous construisons, les laboratoires que nous construisons, les sources d'eau que nous mettons à la disposition de nos parents, tout ça là, c'est pour le développement de la localité. Et quand on parle de la localité, c'est pour le développement du Bénin. L'association Tolikunka a installé aussi dans toutes les communes des sections communales et des sections d'arrondissement. Toutes les ethnies, toutes les nationalités y sont représentées. Toujours pour fédérer toutes les énergies au niveau de toutes ces entités administratives. L'association Nobitia s'est imposée comme obligation de réaliser des jobs sociaux, de réaliser un programme spécial au profit des populations. Au titre de cela, je peux vous citer qu'on a offert des moustiquaires au centre de santé. Nous avons réalisé des magasins, des hangars de marché pour les populations. Nous avons également offert des bourses de formation. Toutes ces œuvres, toutes ces actions menées par les différentes associations en charge de l'organisation des fêtes identitaires et même leur fonctionnement sont régis par des tests qui s'appliquent à tous les membres. Lancement du format 33CL de la bière d'Opel par la Sobebra, c'était ce dimanche 29 septembre à Fige-Rosset. Les consommateurs sont venus nombreux accueillir le nouveau produit. Huguette Sondelo nous en dit plus. La Doppel Munich brune, désormais en format de 33 centilitres pour le bonheur des consommateurs. Le format 33 centilitres parce que la demande se fait vraiment persistante sur le marché. Nous savons qu'il y a des situations de consommation où notre marque préférée, la Doppel Munich brune, nous manque à travers les cérémonies et aussi bien dans les cadeaux modernes, j'allais dire les VIP, les restaurants et tout. Aujourd'hui, ces clients auront dans leur breuvage ce produit en format 33 centilitres. Produite et commercialisée par la Sobebra, la Doppel Munich est une bière brune authentique à la saveur unique et aux arômes prononcés. La Doppel Munich brune est purement brassée dans la tradition des bières brunes également, mais elle est distinguée par son goût puissant et à travers ses valeurs qui caractérisent la force, le courage. Le format 33 centilitres de la Doppel Munich est à la portée de toutes les bourses et est disponible dans tous les points de vente de produits Sobebra. Le prix conseillé de la bouteille 33 centilitres est 450 francs. Il n'y a aucune différence en matière de goût, c'est juste la différence au niveau de format et c'est pour la convenance de nos consommateurs. Aujourd'hui, vous avez le choix d'opter pour le 50 centilitres ou le 33 centilitres. Je la recommande à tous les Béninois d'essayer. Ceux qui n'ont pas encore goûté, d'essayer voir. C'est une très bonne bière. Moi, j'ai beaucoup apprécié quand même. Brassée à partir des meilleurs ingrédients dans la pure tradition des bières brunes, la Doppel permet aux consommateurs de révéler, entre autres, leur force intérieure. Et puis la Doppel 33 centilitres à consommer avec modération. Au Cameroun, le grand dialogue national voulu par le président Paul Biya a été lancé ce lundi pour 5 jours. C'est pour tenter de mettre un terme au conflit meurtrier entre Yaoundé et les séparatistes anglophones. Mais le premier jour du dialogue est marqué par l'absence des principaux leaders séparatistes. Suivez ce compte-rendu de Christelle Tongodo. C'est devant cette salle comble que le Premier ministre camerounais plaide pour le retour de la paix. Notre intelligence commune et notre responsabilité individuelle doivent nous amener à défendre la paix, en tout temps et en tout lieu, quel qu'en soit le prix, à rejeter l'horreur de la guerre, de ces massacres et de ces atrocités qui pénalisent sur tous les plans les individus et la collectivité. La plupart des leaders présents à cette rencontre ont réaffirmé leur volonté de discuter avec le gouvernement de Paul Biya pour une sortie rapide de crise. Je souhaite que tout le monde soit franc, qu'on examine les problèmes avec objectivité, avec humilité, avec sincérité et qu'on mette le doigt sur tous les problèmes qui peuvent gêner la cohésion sociale
afin que nous fassions des propositions objectives, concrètes, pratiques. Every human is subject to mistake. Tout le monde peut faire des erreurs et les erreurs servent à chercher des jours meilleurs. J'ai dit à mes frères que j'allais demander à la nation d'avoir un rôle à jouer pour les calmer. I will plead the nation to have a part to play to calm them down. En 3 ans, les hostilités entre les deux parties en conflit ont déjà fait près de 3000 morts. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Retrouvez Awa Chérif à 23h30 pour l'édition du soir. Mais avant, la compétition Euphoria qui se poursuit avec la deuxième affiche qui met aux prises le Bénin et la Guinée. Le plateau sport est donc assuré par William Bassabier et ses consultants Ozero Abdoulaye et Herman Amégan. Bonne suite des programmes sur l'ORTB. Passe en vous.